En début d'année, au temps lointain d'avant la distanciation physique et les gestes barrières, je suis allé au cinéma pour voir The Gentleman de Guy Ritchie. J'avais assez hâte parce que j'avais été marqué lorsque j'avais découvert Arnaque, crime botanique, le premier film de Ritchie il y a quelques années, idem pour sa suite spirituelle, Snatch, qui m'avait laissé la même impression d'un film cool, intelligent, violent sans être gore et quelque part parfaitement anglais. Entre temps, j'ai aussi vu Rock'n'Rolla, que j'avais bien aimé à l'époque, j'ai aussi beaucoup aimé les deux Sherlock Holmes de Ritchie, et si The Man from U.N.C.L.E. n'était pas la meilleure production du bonhomme, ça restait un bon moment de divertissement, tandis que le Roi Arthur modernisé et hipstérisé était déjà plus mal passé, et confirmait que, quand il s'éloignait trop du milieu criminel londonien, Ritchie avait un peu de mal à faire quelque chose qui tienne la route. Et c'est pour ça que j'étais plutôt hypé par The Gentleman, qui parle, comme les premiers films de Ritchie, de la pègre londonienne, de trafic de weed, de sacs de pognon, avec des castings longs comme le bras, des histoires qui s'entrecoupent, des mecs et des flingues. Ça s'apparentait assez à un retour aux sources, après un passage dans la plus grosse industrie capitaliste. Oui, parce qu'avant, j'ai pas parlé du remake d'Aladin pour Disney, mais ça me semblait pas pertinent, parce que c'est pas exactement un film personnel. Donc, je suis allé au ciné le plus proche, et... j'étais plutôt déçu à la sortie de la salle. C'était certes divertissant, mais je ne l'ai pas trouvé très bon. En fait, j'avais l'impression que quelque chose manquait, même si j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me suis énuméré tous les défauts plutôt évidents du film. Un racisme envers les Asiatiques assez follement décomplexé. Like a Chinese James Bond. Rassams to kill. Une homophobie crasse avec deux méchants codés gays, joués par des acteurs hétéros bien sûr, dont un est hyper sexualisé et se contrefiche du consentement des autres. I might come anyway. You just hear me scratching about in the dark, wanking into a hanky. Du sexisme aussi, avec un bel exemple du trope de la femme dans le frigo, ou de la femme qui est là juste pour se faire violer avant que le héros ne la sauve, ou encore une structure un peu méta et maladroite avec Hugh Grant qui raconte tout le film à un autre personnage et finit par vendre ce script à la Miramax, qui est le producteur de The Gentleman. Mais si toutes ces critiques sont valides, ce n'était pas vraiment ça que je ressentais. Alors je me suis dit que les derniers gros succès de Ritchie remontent à quelques années déjà, et que ces vraies grosses claques ont même été réalisées au siècle dernier. Le talent de Guy Ritchie s'était donc peut-être simplement dissipé avec le temps. Et puis, un soir de confinement, j'ai revu Arnaque, crime et botanique, et c'est là que j'ai compris. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par embourgeoisement, pour ceux qui n'en auraient aucune idée, mais grosso modo, The Gentleman est bourré d'opulence et d'élitisme, alors que le focus de Arnaque, crime et botanique est un peu plus populaire. Pour voir ça de plus près, je vais découper ma comparaison en 4 grands aspects: le scénario, les personnages, les décors et la réalisation. Pour commencer, le scénario de base, c'est quoi? Dans Arnaque, crime et botanique, c'est l'histoire d'un groupe de potes qui récupèrent tout l'argent qu'ils peuvent et mettent toutes leurs économies dans une partie de poker que l'un d'eux va jouer avec les hauts gradés du monde criminel local. La partie est bien sûr truquée et les 4 compères perdants se retrouvent endettés vis-à-vis des pires personnes possibles. Ils vont avoir une semaine pour rassembler 500 000 livres ou risquer de se faire couper les doigts, voire plus, un thème qui revient à la fin de The Gentleman d'ailleurs. L'histoire de The Gentleman, c'est le mec à la tête du plus grand empire de bœufs britannique qui veut vendre son business pour 400 millions de dollars, mais il va devoir gérer des racheteurs potentiels pas exactement dignes de confiance, un cambriolage dans une de ses fabriques, une histoire de fille d'aristo un peu paumée et un paparazzi maître chanteur. Ce qui saute aux yeux, en premier lieu, c'est la grande quantité d'argent mise en jeu dans Gentleman. On en est à 800 fois plus d'argent que dans Arnaque. Outre le fait que ça en fait des donneurs, ce sont au final des sommes tellement astronomiques qu'on pourrait nous parler à la place de 40 millions ou 800 millions que ça ne changerait rien pour le spectateur. Il y a une réelle difficulté à s'imaginer ce que ça représente, on sait juste que c'est un gros chiffre. Alors que dans Arnaque, il y a un certain réalisme, on sait tous plus ou moins ce que ça représente ou peut représenter. D'ailleurs, contrairement à The Gentleman, on voit très souvent les billets à l'écran, c'est vraiment quelque chose de concret. On comprend donc très bien la difficulté que quelqu'un peut avoir à rassembler autant de fric en une semaine, surtout dans leur situation. Parce que dans ce film, on est face à des petites frappes, des mecs paumés tout juste trentenaires qui ne sont pas vraiment malfrats. La première des choses qu'on les voit faire, c'est une pauvre arnaque de rue à vendre des montres contrefaites avant de se faire pourchasser par les flics. Parmi les 4, un est le fils du tenancier du pub du coin, un est commis de cuisine, et les 2 autres occupent sûrement autant de place dans la société, si c'est pas moins. Dans Gentleman, on a 2 personnages principaux. En fait, le film est un peu le cul entre 2 chaises, puisqu'on nous raconte toute la vie de Mickey Pearson, baron de la weed, mais on est plutôt incliné à s'identifier ou à préférer Ray, qui est notre point d'entrée dans l'univers du film, mais sur qui on ne sait absolument rien. Bref,
Mickey est à la tête d'un empire narcotique basé en Grande-Bretagne. Lui-même vient des États-Unis, il a grandi dans un trailer park, puis a monté les échelons sociaux en faisant ami-ami avec des aristos britanniques dans les grandes universités anglaises. C'est en se servant d'eux qu'il a pu bâtir son business, une production de weed méga structurée dans des hangars high-tech cachés sur les terres des aristos susnommés. On est très loin de la production collectiviste de la bœuf dans Arnaque, par 4 mecs qui s'occupent de la pousse, de la vente et des comptes eux-mêmes dans leur appart. Ce ne sont pas des barons de la drogue, encore moins les patrons de la pègre locale, un titre qui revient plutôt à Hatchet Harry, le grand méchant du film. Sa profession officielle est simplement PDG du magasin érotique du coin. Rien à voir avec le grand méchant de Gentleman, rédac-chef d'un tabloïd à publication nationale qui peut faire tomber les plus célèbres et les plus puissants. Enfin, je dis le méchant, mais il y a d'autres antagonistes plus ou moins clairs, à commencer par les 2 types qui veulent racheter le fonds de commerce de Mickey. Le premier, Matthew, est un riche américain, et le deuxième, Dry Eye, est homme de main pour un gangster dont il veut prendre son indépendance. On notera aussi, sur la fin, l'importance d'un puissant russe qui a fait fortune grâce au gaz naturel. Un réseau cosmopolite donc, surtout si on le compare à Arnaque, où tout le monde vient d'Angleterre, à part peut-être Nick the Greek, et encore là ça pourrait très bien être un surnom tiré d'un patronyme à consonance grecque. Et puis ça vient du bon terroir anglais, tous les personnages portent un accent cockney à couper au couteau, sans parler du fabuleux rhyming slang. All right, keep your Allens on. Un accent qu'on peine à retrouver dans Gentleman, où prédominent les accents poches et ricains. On l'entendra malgré tout, sorti de la bouche de Hugh Grant et Eddie Marsan, les 2 Anglais antagonistes, notamment lors de leur conversation dans le bureau de ce dernier, dont la baie vitrée donne sur la cathédrale Saint-Paul. Petite pensée pour Hatchet Harry, dont le QG est situé juste au-dessus de sa boutique porno un peu crade. Alors ça, c'est pour les méchants, mais on peut observer la même différence chez les gentils. Dans Arnaque, les mecs vivent dans des petits apparts étriqués, mal foutus, avec des murs en carton. Dehors, c'est pas exactement mieux, la rue n'invite pas au tourisme, coincée sous un pont ferroviaire. En fait, tout le film se déroule dans des quartiers ultra populaires, avec leurs maisons copiées-collées jusqu'à l'horizon, et les briques rouges qui portent les traces noires de l'industrie locale. Dans Gentleman, on voit à peine la maison de Mickey. Mais à en voir son salon, on la devine absolument immense, similaire au manoir des aristos à qui il vient en aide. On voit celle de Ray déjà plus en détail, que ce soit sa cuisine moderne spacieuse, sa salle à manger et son salon prêt pour les fêtes de famille élargies, ou encore son jardin avec le fameux State-of-the-art smokeless Barbie. On pourrait s'imaginer que les 2 habitent dans des gated communities, et on n'aurait pas forcément tort. Entre chaque lieu, les gentlemen voyagent soit en berline, soit en SUV, des Jaguars, des Land Rover, des BM ou des Merco, si possible avec chauffeur, sans compter les Ferrari, les Bentley et les Mustang qu'on peut apercevoir dans le garage qui fait figure de caution féministe. Dans Arnaque, quand les personnages n'utilisent pas le métro pour fuir les flics, on peut voir quelques bagnoles qui sont toutes sorties dans les années 70 ou 80. Ici, on parle plutôt de Renault, de Mini ou de Mazda, et le véhicule le plus à l'écran est un Ford Transit utilitaire, on ne peut plus working class. Les seules vieilles caisses dans Gentleman ont été cramées depuis belle lurette au milieu de la cité. Pas étonnant dans un endroit dépeint comme un coupe-gorge, un lieu de non-droit où les habitants se droguent jusqu'à plus pouvoir se lever, où les jeunes ont des machettes et où le tir d'une calache n'étonne personne. C'est d'autant plus offensant que c'est le seul lieu populaire montré dans le film. L'idée même d'y aller dégoûte Ray et l'effraie peut-être un peu. La suite lui donne raison, puisqu'il va devoir prendre en poursuite des petits cons dans un labyrinthe de tours HLM. Des petits cons en hoodie et casquettes de baseball, aux antipodes des personnages principaux, avec leurs casquettes en tweed, leur cachemire, leur Ray-Ban et leur louboutin. Dans Gentleman, on s'habille classe, on survit grâce aux signes extérieurs de richesse et le look est une priorité. Même le personnage de Colin Farrell, qui vient d'un quartier moins aisé, pour faire comprendre qu'il est gentil même s'il est pauvre, il s'habille avec des survêtements super stylés, avec une casquette ou un chapeau assorti. Alors bon, il va toujours manger aux fish and chips du coin, mais le Chippy aussi c'est un lieu dangereux. On peut aussi y croiser des petits cons qui respectent rien et terrorisent tout le monde avec leurs couteaux. On est bien mieux chez soi, avec son barbecue hors de prix, à manger une viande tout aussi hors de prix. On peut aller au pub, mais c'est pour y boire une tasse de thé, si possible dans une salle privative. Il faudrait surtout pas prendre le risque de se mélanger avec ces mecs qui se bourrent la gueule à la bière et à la vodka en fumant comme des pompiers. De toute façon, il n'y a aucun risque de fréquenter les mêmes pubs. On en voit deux dans Arnaque, tout aussi petits, étroits et pittoresques l'un que l'autre, où on peut se retrouver entre potes et regarder du rugby à la télé. Il n'y a rien de tout ça dans les pubs de Gentleman. La télé est remplacée par un jukebox avec des 33 tours, il y a plein d'espace, c'est chic,
faussement tradit avec tous ces trucs accrochés au mur, le mobilier est en bois précieux verni à 15 couches, et surtout ils sont toujours vides. Ils me font penser à ces établissements sans âme, au début du dernier pub avant la fin du monde. Ce ressenti est accentué par la lumière. Tout est ouvert, super bien éclairé, c'est presque trop propre et trop lisse. C'est comme ça dans tout le film, et je pense que s'il y a un truc qui vous a sauté aux yeux depuis que je vous montre les deux films côte à côte, c'est le contraste frappant dans le teint des images. Si la lumière semble être une obsession chez les Gentlemen, c'est tout le contraire dans Arnak, où elle est loin d'être naturelle. Elle est brunâtre, presque sale, avec énormément d'ombre et d'obscurité. En fait, c'est toute la réal qui paraît brute. Le film est rempli de gros plans, voire très gros plans, et le montage se base sur des champs contre champs très fixes et serrés, un peu à la Kaamelott. C'est brut jusqu'au générique de fin, où le nom des personnages est présenté sans aucune majuscule. D'ailleurs, puisqu'on en parle, sur les 44 actrices de Arnak, 17 sont des novices et n'avaient jamais joué devant la caméra auparavant, comme Jason Statham, qui fait partie des protagonistes. Les 3 autres héros sont campés par des acteurs certes reconnaissables pour des cinéphiles un peu pointus, mais qui n'ont jamais été des grandes vedettes. Par contre, dans The Gentlemen, on a des têtes bien connues, que ce soit Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Jeremy Strong fort du succès de Succession, ou encore la star montante Henry Golding. Arnak a aussi ses célébrités, Sting y joue un petit rôle, et Vinnie Jones, un des 17 novices, était connu pour sa carrière de footballeur professionnel qui se terminait à cette époque. Une partie de sa célébrité était due à son excès d'agressivité, mais peut-être en partie pour ça, il était devenu au fil des saisons un réel héros de la working class britannique, lui qui a fait toute sa carrière professionnelle dans les années 80 et 90, à une époque où le foot anglais n'était pas encore totalement devenu un business. Il n'a pas vécu sur le terrain la transformation de son sport en un des secteurs de l'économie les plus foisonnants, débordant de milliards de dollars, dont les clubs ne sont qu'une partie du portefeuille de propriétaires étrangers ultra riches. Il n'y a d'ailleurs pas meilleur exemple de ce football moderne que le championnat anglais et ses tribunes VIP devant des loges bien cossues, visibles dans « Je vous donne dans le mille », The Gentlemen. On notera que après Snatch, Guy Ritchie a abandonné Jones sur le bord de la route et lui préfère désormais David Beckham, à qui il a donné des caméos dans The Man from U.N.C.L. et Le Roi Arthur, et qui symbolise une toute autre vision du foot. Alors vous pourrez me dire qu'il y a un plus gros casting, une réal plus léchée, des plus grands décors, tout simplement parce que Guy Ritchie avait ici un budget 20 fois plus gros que pour son premier long métrage il y a 22 ans, ainsi que plus d'expérience, de réputation et de connexion dans le milieu. Peut-être aussi qu'il a juste voulu raconter une histoire différente, que cette fois-ci ses personnages sont riches, parce qu'il n'est pas obligé de toujours parler de la classe ouvrière, juste parce que c'était le sujet de ses premiers films. Le film s'appelle The Gentlemen après tout, donc on va pas en faire des pouilleux juste pour les beaux yeux de la nostalgie. Mais toutes ces rationalisations ignorent la portée politique d'un film, ainsi que le contexte de sa création. Les réelles raisons d'un tel écart entre les deux films sont bien plus profondes que ça, et tous ces choix de storytelling et de production ont un réel impact sur la réception et l'appréciation du film, ainsi que sur son message. Il faut donc s'intéresser à l'environnement du film, et en premier lieu à son cadre. La ville de Londres s'est gentrifiée à une vitesse folle depuis 20 ans, avec des prix immobiliers qui ont été multipliés par 6 en moyenne, et où même les ultra riches se font pousser dehors par les méga super over riches venus des 4 coins du monde. Deuxièmement, The Gentlemen est de toute évidence influencé par les grands succès du moment, que ce soit Kingsman, à qui il emprunte même sa typographie, ou Peaky Blinders, à qui il emprunte la moitié des costumes. Aujourd'hui, les gangsters se doivent d'avoir de la classe et d'être élégants. Fini les mecs en Adidas, si t'es pas en costard ou en veston, t'as clairement raté ta vie. Enfin, parlons de l'auteur. Je suis parti dans cette vidéo avec l'idée que la carrière ciné de Guy Ritchie suivait le trajet de sa vie et de son évolution dans la société. À savoir donc que ses films se sont embourgeoisés, car lui aussi s'est embourgeoisé avec le succès. Mais j'avais carrément tort, notre bon Guy vient de la haute. Son père est un militaire haut gradé qui s'est remarié avec une baronne, tandis que sa mère descend d'une lignée d'Édouard Ier et s'est remariée avec un sir. En résumé, il vient d'une famille noble et privilégiée. Et c'est ce qui empêche une vraie prise de recul dans The Gentlemen. On aurait pu avoir un vrai propos sur la gentrification qui atteint même les business illégaux, ou sur le nouveau Londres. L'opportunité était réelle, on a tous les éléments sous la main. Mais pour ça, il faudrait que Guy Ritchie veuille se dissocier de ses pratiques et qu'il soit prêt à les critiquer. Et au vu de ses déclarations lors de la sortie du film, c'est pas vraiment le cas. Voici ce qu'il disait fin décembre dans le Daily Mail, qui est par ailleurs le genre de tabloïd qu'il attaque dans le film. J'ai grandi pendant les 70s, et l'Angleterre n'était pas un endroit agréable. Il n'y avait rien de bien, rien d'aspirationnel. Il n'y avait aucun sens de l'esthétique.
C'était un pays perdu et désorienté. Londres s'évaporait, énormément d'habitants partaient et personne n'arrivait pour les remplacer. La ville avait perdu tout sens de fierté et les gens ont du mal à se rappeler de ça. Alors que si vous saviez comment c'était avant, vous seriez complètement en faveur de ce que certains appellent la gentrification. Ritchie se complaît dans cette opulence et dans cet embourgeoisement. Difficile pour lui de décrier tout ça, lui qui a monté sa propre microbrasserie au sein d'un quartier super poche de Londres. Et en soi, ça peut déjà être critiquable, tout dépend de votre opinion face aux riches et face aux inégalités sociales. Le problème indéniable, c'est qu'il y a un certain dédain, voire même un dégoût ou un rejet de tout ce qui végète en dessous des classes supérieures. Dans The Gentleman, la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, que ce soit un des personnages principaux ou une fille d'aristocrate, c'est de se retrouver dans un immeuble de cité. Les classes moyennes, dont le seul crime a été de se promener et d'observer des oiseaux, en prennent pour leur grade dans un monologue que Mickey entreprend après une partie de chasse entre businessmen. Et on n'oubliera pas le clin d'œil involontaire à Parasite lorsque Dry Eye rencontre des migrants. Quant à la gentrification, elle est mentionnée directement dans le film, par 2 fois. Tout d'abord, Mickey Person, un mec méga riche parti de rien, avoue lui-même se plaire de la gentrification. I like middle age. Like gentrification, private schools, fine wines, and a spoonful of caviar to help my medicine go down. Et puis on a aussi ce passage sacrément méta. There's only one rule in this fucking jungle. When the lion's hungry, he eats. You're wrong, Fletcher. That's not how Michael works. Yeah, I know. It's just having a bit of fun. Every movie needs a bit of action, doesn't it? And it's not like Michael doesn't have a reputation. A reputation. He's been gentrified. Ce qui pousse à croire que Guy Ritchie est conscient de l'embourgeoisement de son cinéma, mais que là aussi, ça lui va très bien comme ça. Sauf que Ritchie a oublié une chose, il est plus facile d'avoir de l'empathie pour des personnages si on peut s'identifier à eux, et c'est plus facile de s'identifier à des mecs paumés qui se bourrent la gueule dans leur pub et font les cons ensemble, qui vivent de petits boulots et qui habitent dans des appartes miteux, qu'à un baron de la drogue super lisse qui cherche à prendre sa retraite en étant multimillionnaire à 50 ans et qui aide des aristos dans le besoin car ils ne touchent que la moitié de leur héritage de 50 milliards et ne savent pas comment ils vont réussir à retaper le toit de leur château, RT Cité Triste. Pareil, on est plus engagé dans un scénario où on comprend la détresse des personnages parce qu'ils sont clairement en position de faiblesse et qu'ils n'ont pas un sou à eux 4 alors qu'ils doivent en rassembler 500 000, plutôt qu'un autre où le souci majeur du personnage principal, c'est le risque de vendre son fonds de commerce à 130 millions au lieu de 400, et donc qu'il devrait acheter un plus petit domaine où passer sa retraite. L'enjeu n'est pas le même, et il y a clairement plus d'urgence dans un cas que dans l'autre. Au final, The Gentleman a clairement moins d'âme, de charme et de tripes, si ces choses-là peuvent avoir un sens au cinéma. On va moins l'apprécier en premier lieu, et je pense aussi qu'il ne va pas autant marquer le cinéma, et qu'on l'aura oublié d'ici 5 ou 10 ans. Et puis bon, les riches n'ont pas exactement besoin qu'on leur dédie des films entiers.